Bonsoir à tous. Ce soir, c'est notre 5e soirée. Elle est intitulée « La graine est devenue un arbre ». C'est la période 1957-1967. C'est une période qui est très riche sur le plan des événements internationaux. Citons par exemple la naissance de la Communauté européenne en 1957, le début de la conquête spatiale avec le lancement de Sputnik en 1957, la révolution de Fidel Castro en 1959, la construction du mur de Berlin en 1961, la fin de la guerre d'Algérie en 1962, l'ouverture du Concile Vatican II en 1962, l'assassinat de John Kennedy en 1963, la révolution culturelle en Chine en 1965. Et vous allez voir que sur le plan du mouvement, là aussi, c'est très riche. Vous allez voir, c'est un vrai feu d'artifice. Nous commençons donc avec l'année 1957. Un jour d'avril 1957, Chiara avait été convoquée par Monseigneur Montini. Elle était en voiture avec Lia lorsqu'elle eut un accident rue Nomentana à Rome. La voiture avait sans doute dérapé sur une flaque d'huile et elle était entrée en collision avec un pin sur le bord de la chaussée. La portière s'était ouverte et Chiara avait été projetée au dehors. Un homme vint en aide à Chiara et la transporta dans sa voiture jusqu'à l'hôpital le plus proche. Lia criait par la fenêtre « Laissez passer, nous transportons une mourante !» Chiara fut hospitalisée et fut plâtrée depuis le cou jusqu'à la taille, y compris le bras droit qui devait rester suspendu en l'air. Chiara avait une fracture de la clavicule, de l'omoplate et de la jambe droite. Les semaines suivant sa sortie d'hôpital, elle passa sa convalescence à la Villa Maria Assunta de Grottaferrata et se remit lentement et en souffrant beaucoup. C'est là que Chiara comprit de façon originale la réalité de Marie mystique, d'une manière tout à fait nouvelle. Elle disait « Entré un jour dans une église, le cœur plein de confiance, j'ai demandé à Jésus, « Pourquoi as-tu choisi de rester sur la terre, en tout lieu, dans la très douce Eucharistie, et n'as-tu pas inventé, toi qui es Dieu, une manière de nous laisser aussi Marie, notre maman à tous qui sommes en chemin ?» Dans le silence, Jésus semblait répondre, « Je ne l'ai pas laissée, car je voudrais la retrouver en toi. Même si vous n'êtes pas immaculée, mon amour vous rendra vierge. Et toi, vous tous, ouvrirez les bras et un cœur de mère à l'humanité qui, comme alors, a soif de Dieu et de sa mère. À vous maintenant d'apaiser les douleurs, de panser les plaies, d'essuyer les larmes. Chante les litanies et cherche à te refléter en elle. » En cette année 1957, Chiara décida de se rendre en Allemagne. Elle était accompagnée d'Aldo Stévile, Fons. Ils arrivèrent à Münster, où Chiara allait rencontrer un père jésuite qui avait fui des pays de l'Est, et Fons fut invité à parler au séminaire. Ce sont là les débuts de la pénétration du mouvement vers les pays de l'Est. Le dossier du mouvement à l'étude arriva sur la table de Pie XII. Par 3 fois, entre Pâques et fin juillet de cette année 1957, Pie XII refusa les conclusions du Saint-Office qui aurait préféré voir les militants focolari remplir les rangs de l'Action catholique et il se fit finalement remettre le dossier. À ce stade, Chiaretto joua un rôle important puisqu'il demanda à un conseiller de Pie XII qu'il connaissait, jésuite lui aussi, de suggérer au pape de nommer une personne de confiance pour reprendre le dossier. Le pape accepta cette proposition et nomma le père Martegani, jésuite encore, qui pour conclure positivement le travail sur la règle. Par le passé, il y avait eu plusieurs projets de statut pour demander l'approbation sous différents noms, mais ils ne furent jamais acceptés. Lorsque Chiaretto dit au Vatican que Chiara souhaitait que le mouvement s'appelle Œuvre de Marie, le père Martegani eut alors un élan de joie qui aida à accélérer l'approbation. Cette année-là, à la Mariapoli, on remarqua la présence de nombreux évêques et de personnalités ecclésiastiques très connues, tels que le père Riccardo Lombardi
et le père Werenfried van Straten. Nous arrivons en 1958. En 1958, après 2 années d'activité, le comité Mystici Corporis fut suspendu en raison de l'examen auquel l'œuvre était soumise de la part du Saint-Siège. En février 1958, en Belgique, Chiara rencontra le père Werenfried, ce religieux belge qui avait développé un très vaste réseau d'assistance spirituelle et matérielle aux milliers de réfugiés des pays de l'Est. Naquit alors l'idée de collaborer avec son œuvre, qui s'appellera plus tard l'aide à l'Église en détresse, en envoyant des membres du mouvement travailler à l'abbaye des Prémontrés, près de Bruxelles. C'est Fons qui arriva dès le lendemain à Bruxelles, sans parler un mot de français. Pendant des années, il sera le secrétaire du père Werenfried et l'accompagnera dans tous ses voyages. Au printemps 1958, Chiara demanda à Vallée et Fons de se rendre à la foire de Leipzig, en Allemagne de l'Est, prétexte pour rencontrer ceux qui nous connaissaient déjà et aussi de nouvelles personnes. Khrouchtchev devait inaugurer en personne cette foire et sa venue mobilisait toutes les forces de police. Plusieurs rencontres du mouvement purent ainsi avoir lieu, au total une centaine de personnes. Au mois de mai, Chiara revint à Bruxelles pour l'ouverture de l'exposition universelle. Et c'est là que naquit l'idée de faire de la Mariapoli de cette année-là une petite exposition de Dieu. Un groupe de Français participera à la Mariapoli à Fiera di Primiero cette année-là. Ils y avaient été invités par le Focolare qui s'était ouvert à Grenoble, le premier hors d'Italie. Chiara retourna début septembre à Bruxelles et se rendit compte que le mouvement était en train de se répandre très vite. Après avoir traversé la France en voiture, elle arriva le 15 septembre à Lourdes, avec quelques focolarini et quelques focolarines. Elle confia l'explosion du mouvement, comme elle disait, à Marie, et comprit qu'en Europe, le mouvement devait constituer une zone distincte de l'Italie. On commença alors à parler de différentes zones. Pie XII mourut le 9 octobre 1958. Le père Martegani n'avait pas eu le temps de terminer le travail demandé sur la règle avant la mort de Pie XII, qui avait redit peu de temps auparavant son approbation et sa conviction qu'il s'agissait là d'un charisme authentique à ses yeux. Il est temps que vous sortiez, avait-il dit. Et si vous avez été examiné longuement, c'est parce que la solution qu'on voulait donner pour votre mouvement devait être la meilleure possible. Le cardinal Roncalli, patriarche de Venise, est élu le 28 octobre 1958 et prend le nom de Jean XXIII. Peu de temps avant cette élection, l'archevêque de Trente, qui était un ami personnel de Roncalli, avait dit « Si le patriarche de Venise est élu, vous pouvez être tranquille. » En ce mois d'octobre, l'idée d'ouvrir un focolare à Paris se précisa. Dori, Piero Pasolini et Gino Bonadimani furent les premiers à arriver à Paris. Il était assez difficile de trouver un logement et du travail. Gino, qui était médecin, accepta un emploi d'ouvrier débardeur. Dori se souvint alors de la sœur d'une amie milanaise qui habitait Londres. Cette personne l'invita, ainsi que Piero et le père Nazareno, à venir la voir. Ainsi débuta aussi la vie du mouvement en Angleterre. Un prêtre brésilien avait participé à la Mariapoli de l'été précédent et avait voulu parler à Chiara pour lui demander un focolare dans sa paroisse, en s'engageant à trouver un logement et un travail pour les focolarini qui seraient venus. C'est ainsi que le 26 octobre 1958 fut entrepris le premier voyage de Lia Brunet, Fiore et Marco Tecilla en Amérique latine. Comme ils étaient les premiers à partir loin, Chiara les accompagna à l'aéroport de Ciampino, qui était alors l'aéroport international de Rome, avec Don Floresi et Focco. Arrivés sur place, l'équipe découvrit que le prêtre qui les avait invités avait été transféré par son évêque dans un autre État du Brésil. Chiara cependant les invita à chercher une maison à São Paulo. Durant toute cette période, Chiara se déplaçait beaucoup.
voyageait constamment, travaillait beaucoup, aidait, conseillait, supervisait, même si elle semblait rester très discrète et apparaissait peu dans les faits et les différents récits d'événements. Voici l'année 1959. Chiara fonda le centre Sainte-Catherine, chargé de développer une politique inspirée par l'Évangile. Suivront les centres pour l'économie, la médecine, l'art, l'éducation et la philosophie. À la Mariapoli de 1959, les participants arrivèrent de 40 pays différents, y compris d'Amérique latine. On compta le passage de 12 000 personnes et on commença à penser organiser les Mariapolis dans diverses régions du monde. L'idéal avance sur tous les continents et une chose compte plus que tout. L'amour de Dieu nous unira. C'est ce que l'on chantait à cette Mariapoli. Au Brésil, tous demandaient déjà qu'on ouvre un focolare et l'archevêque de Recife envoya même une lettre à Chiara en ce sens. Recife deviendra ainsi le premier lieu d'accostage du mouvement sur le continent sud-américain. Et le 25 octobre 1959, ils seront 8 à embarquer à Gênes pour le Brésil. 2 focolares furent ouverts. Parmi les focolarines, Ginetta Cagliari, une des premières compagnes de Chiara, qui restera plus de 40 ans au Brésil jusqu'à sa mort en 2001. À Rome, Jean XXIII souhaitait achever la règle commencée par le père Martegani et voulut un avis de la conférence épiscopale italienne sur les focolari. C'était comme être plongé au milieu des braises, car tout le monde savait que la conférence épiscopale italienne était opposée à toute forme de nouveauté. Le dossier allait en réalité rester un bon moment sur les bureaux de la congrégation des religieux. Lorsque Focco apprit qu'il avait été proposé de confier à la conférence épiscopale italienne de décider si nous pouvions exister ou non, c'est-à-dire si le mouvement des focolari était d'église ou s'il fallait le condamner, il écrivit aussitôt une lettre à l'archevêque de Milan, Monseigneur Montini, futur Paul VI, qui se trouvait ces jours-là à Rome. Il disait: Le Saint-Office fonde toutes ses accusations contre nous sur la déposition d'un Sicilien. Il s'agit d'un pauvre diable, malade de la tête, qui affirme que dans le mouvement des focolari, moi, Higino Giordani, je représente l'Esprit Saint. Comme vous vous en rendez compte, ce n'est pas une plainte d'ordre théologique, mais plutôt d'ordre pathologique. Cela ne concerne pas l'Église, mais l'hôpital. Nous sommes accusés parce que nous cherchons à avoir des relations avec les plus malheureux, les pécheurs. Dès que j'ai connu les premières focolarines, elles ont toujours eu ce genre de relation. C'est la raison pour laquelle on nous accuse. La lettre se poursuivait, donnant de nombreux éléments précis. Monseigneur Montini demanda alors à Giordani s'il pouvait lire cette lettre à la conférence épiscopale, ce qui fut fait, et cela contribua grandement à faire en sorte que le mouvement puisse continuer à exister. La difficulté principale venait du fait que les focolari étaient une sorte de maquette de l'Église, où toutes les branches de la société étaient représentées, ainsi que toutes les vocations. Depuis le mouvement créé par Catherine de Sienne au XIVe siècle, il n'y avait jamais rien eu de semblable dans l'Église. Comme on le voit, non seulement Giordani cherchait à défendre le mouvement des focolari, mais il s'y engageait totalement. Il ne disait plus les focolari, mais nous. Il avait déjà donné sa vie, joué sa carrière et sa réputation et ses amitiés. Or, il se trouva, dans le même temps, que Palmiro Foresi, qui était député, et son fils, étaient alors en contact avec Monseigneur Palazzini, futur secrétaire de la congrégation du Concile. Ainsi, Palazzini entreprit tout ce qu'il pouvait pour faire connaître et apprécier le mouvement par la curie romaine. Décembre 1959 marqua l'ouverture de la première Mariapoli permanente à Grottaferrata. La revue Città Nuova, Nouvelle Cité, atteint cette année-là un tirage de 50 000 exemplaires. Elle était née sous l'impulsion de Chiaretto, quelques années plus tôt, lors de la Mariapoli de Fiera di Primiero. Le bulletin avait été tiré alors seulement à 90 exemplaires pour rester en lien avec les participants. Ce bulletin fut appelé Nouvelle Cité.
en référence à la phrase de l'Apocalypse « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». En 1959, la maison d'édition Città-Nuova vit le jour et ce fut aussi la première publication d'un livre de Chiara, Méditation. 1960. En 1960, l'avis de la conférence épiscopale italienne arriva enfin. Ne condamnant pas définitivement le mouvement des Focolari, elle interdisait cependant aux prêtres diocésains d'avoir des rapports avec lui. L'attention résidait dans la perception du rôle jugé trop important des laïcs et le rôle subordonné des prêtres et religieux dans le mouvement. Cette décision eut des répercussions indirectes, aussi sur quelques instituts religieux dont les supérieurs demandèrent à leurs propres membres de s'éloigner de l'œuvre de Marie. Un groupe de religieux, avec l'accord de leurs supérieurs respectifs, restèrent cependant en contact avec le mouvement pour le service sacerdotal. La difficulté de maintenir les contacts avec les Focolarines et les Focolarini fut l'occasion pour de nombreux religieux d'un rapport plus profond entre eux. Il s'agissait ensuite de susciter une plus grande unité à l'intérieur de leur famille religieuse. Chacun était donc invité à vivre avec fidélité ses propres vœux et sa propre règle. Une intercommunion plus visible était en train de naître entre les membres de divers instituts qui se mettaient au service les uns des autres. À la fin du mois d'août 1960, près de 3000 personnes se retrouvèrent à la Mariapoli de Fribourg, en Suisse. Ils venaient de toute l'Europe, mais aussi du continent africain et d'Australie. Chiara invita chacun, en énumérant les caractéristiques de chaque peuple, sous un angle positif, à s'ouvrir à la perspective du monde uni. La même année, une autre rencontre eut lieu à Berlin, Berlin-Ouest. Chiara parla de Jésus abandonné devant environ 200 personnes qui vivaient derrière le rideau de fer et qui avaient pu passer le mur pour cette semaine de Mariapoli. Il y avait là de célèbres exégètes et un oratorien que Fons avait rencontré 3 ans auparavant et qui avait été très touché par l'idéal. Encouragé par l'évêque de la ville, le cardinal Döpfner, Chiara annonça bientôt le projet d'y ouvrir un focolat. 1961. En janvier 1961, à Darmstadt, en Allemagne, Chiara rencontra des religieuses luthériennes, dont sœur Basiléa, la fondatrice des Sœurs luthériennes de Marie, et quelques pasteurs luthériens qui désiraient connaître sa spiritualité évangélique. Parmi eux, le pasteur Dieter Fürst, qui fut très touché par ses paroles. Elle ne se contentait pas de parler de l'Évangile, elle le vivait. Ils l'invitèrent à diffuser l'expérience des Focolari au sein des églises évangéliques luthériennes. Des préjugés vieux de plusieurs siècles s'écroulaient alors. Ainsi commença l'aventure écuménique. En Allemagne, après les luthériens, le mouvement noua des contacts avec des fidèles des églises libres. Monseigneur Otto Spulbeck était évêque de Leipzig. C'est lui qui demanda à Chiara en 1960 d'ouvrir un focolat. Étant donné que de nombreux médecins avaient fui à l'ouest, l'évêque assura que si des médecins membres des Focolari pouvaient venir, ceux-ci pourraient travailler dans les hôpitaux de son diocèse. C'est ainsi que le 13 mai 1961, Enzo Fondi, qui était chirurgien, et Giuseppe Santanché, surnommé Clary, qui était anesthésiste, arrivèrent à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Leipzig. Chiara leur demanda de ne parler du mouvement à personne pendant au moins 6 mois. Des voyages étaient régulièrement organisés depuis l'Autriche ou Trieste afin de pénétrer à l'intérieur du bloc soviétique. On passait par la Yougoslavie et de là on poursuivait vers la Hongrie. Marco Techila était rentré du Brésil à la fin de l'année 60. Chiara lui proposa d'aller à Trieste pour préparer une nouvelle mission en Yougoslavie, ce qu'il accepta. C'est ainsi qu'en 1961, Marco s'établit à Zagreb. Cette année-là, au mois de mai, Chiara fonda à Rome le Centre 1, secrétariat écuménique du mouvement, fruit de tous ces contacts et de cette expérience concrète de communion.
Igino Giordani, pionnier de l'écuménisme en Italie, en sera le directeur jusqu'à sa mort. Les contacts écuméniques se poursuivirent, cette fois avec l'Église anglicane. Chiara écrivait le 19 mai 1961 « Nous avons invité le chanoine Paulet et sa femme à déjeuner. Ils représentent l'Église anglicane à Rome. Le chanoine se dit admiratif de l'esprit qui nous anime. Il connaît notre spiritualité. Une amitié sincère est en train de s'instaurer et nous désirons vraiment continuer. Le chanoine nous a invités en Angleterre et nous a promis de nous faire connaître beaucoup de personnes. Il est maintenant clair que le mouvement est fait pour tout le monde. » En juin 1961, Anna Maria et Danilo Zanzucchi arrivèrent à Berlin pour rencontrer les unes après les autres les familles présentes là-bas. Le 13 août 1961 fut érigé le mur de Berlin. Les contacts de l'Est avec le reste du monde allaient dès lors devenir quasiment impossibles. En septembre 1961, la conférence épiscopale allemande se prononça à l'unanimité en faveur des focolari en Allemagne. La complexité du mouvement auquel appartenaient laïcs consacrés, prêtres, religieux, mariés, fit que la commission qui examina l'approbation était composée par des représentants de 3 dicastères, chose exceptionnelle à l'époque. Le 12 septembre 1961 eut lieu l'inauguration de la première école de formation des Focolarini à Grottaferrata, près de Rome. Chiara assura elle-même les leçons sur la spiritualité et sur l'histoire des débuts du mouvement. Le mouvement arriva peu après aux États-Unis avec Silvana Veronesi et Giovanna Vermuccio qui avaient déjà fait un voyage l'année précédente. Le 14 septembre 1961, Joe et Serenella Silvi s'installeront à New York. Le 6 octobre 1961, Lia et Marita partirent pour l'Argentine, rejointes par Vittorio Savione, avocat renommé, et Carlo Casabeltrani. Le cardinal de Buenos Aires, Monseigneur Antonio Caggiano, souhaitait un focolare au sein de son diocèse. En 1962, l'Argentine organisera déjà sa première Mariacoli au pied de la cordillère des Andes, à 1800 mètres d'altitude, à Santa Maria de Catamarca, où se retrouvèrent environ 500 personnes. 1962. En janvier 1962, Natalia ouvrit le focolare à Leipzig avec 2 autres focolarines allemandes, une femme médecin et une infirmière. Peu après, Roberto Saltini et Anna Fratta, que l'on appelle Doni, tous 2 médecins, s'installèrent à leur tour en RDA. Anna gagna rapidement l'estime de tous, au point que par 3 fois, elle recevra la médaille frappée de la faucille et du marteau en guise de reconnaissance pour son professionnalisme, mais aussi, comme le disait le document remis à l'une de ces occasions, pour sa contribution à créer des collectifs unis et efficaces. Vivre en étant constamment espionné faisait partie de la règle du jeu. Tous les focolarini et les focolarines le savaient, mais c'est seulement lors des ouvertures des archives de la Stasi, après la réunification de l'Allemagne en 1989, que tout cela fut confirmé. La Stasi était le service de police politique, de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage de la République démocratique allemande. Sous la plume d'un certain sergent-major Herbig, on peut lire « Le mouvement des Focolars est une association de l'Église catholique. Les membres de cette association se proposent de vivre et d'agir en accord avec la foi chrétienne. Ils se distinguent par leur gentillesse, leur optimisme, leur confiance et leur sensibilité à la misère. Le mouvement a un caractère purement humanitaire. » Et dans un autre rapport, on peut lire « Le programme du mouvement Focolare veut créer une forte unité religieuse malgré les opinions nationales contraires. » Le 23 mars 1967, 7 mois avant l'ouverture du concile, le mouvement des Focolari fut approuvé. Pardon ? 62, j'ai dit 67. Le 23 mars 1962, 7 mois avant l'ouverture du concile, le mouvement des Focolari fut approuvé par Jean XXIII
sous le nom d'œuvre de Marie, une approbation provisoire pour 3 ans. Cette première approbation ne concernait que la partie masculine. La section féminine sera approuvée un peu plus tard. Les Focolarini mariés ne seront approuvés qu'en 1963. C'est le 20 août 1962, à Oberieberg, en Suisse, près du sanctuaire d'Ensiden, que Chiara, marchant sur un petit chemin avec ses compagnes et admirant la Voie lactée, s'exclama « De nouvelles générations naîtront. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. » Et elle écrivit ce texte magnifique sur Marie. « J'ai une seule mère sur la terre, Marie désolée. Je n'ai pas d'autre mère qu'elle. Toute l'Église est en elle pour l'éternité, et toute l'œuvre dans l'unité. Dans son dessein se trouve le mien. Je passerai par le monde en la revivant. Chaque séparation sera mienne. Chaque détachement du bien que j'ai fait contribuera à édifier Marie. Dans son stabat, ma demeure. Dans son stabat, mon chemin. Jardin clos. Source scellée. Je ferai grandir en moi ses vertus les plus aimées, pour que, sur le silence de mon néant, resplendisse sa sagesse, et que beaucoup, tous, ses enfants préférés, ceux qui ont davantage besoin de sa miséricorde, trouvent partout sa présence maternelle en une autre petite Marie. 11 octobre 1962 débute l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Église catholique durant ce XXe siècle. C'est l'ouverture du Concile Vatican II voulu par Jean XXIII. 2908 pères conciliaires sont convoqués, tous les évêques, ainsi que de nombreux supérieurs d'ordre religieux masculin, ce qui en fait le plus grand rassemblement de toute l'histoire des conciles de l'Église catholique. Le 14 décembre 1962, Monseigneur Carlo De Ferrari s'éteint. C'est une perte immense pour Chiara de voir disparaître celui qui aura tant aimé et soutenu le mouvement. Nous voici en 1963. Le 19 janvier 1963, à Prague, alors qu'il attendait de pouvoir entrer en contact avec son ami évêque Jan, 3 agents arrêtèrent Csenja et l'emmenèrent au poste de police. Il fut emprisonné et durant 4 mois, soumis à des interrogatoires éprouvants. Lors de son procès, où des membres de l'Église catholique clandestine furent également inculpés, il fut condamné à 4 ans de prison, commué ensuite en décret d'expulsion hors du pays. Durant son procès et sa détention, Csenja resta fidèle à son choix chrétien et manifesta une charité héroïque envers ses geôliers. Il racontait « Avant de partir, j'ai fait des cadeaux à mes geôliers. À l'un un briquet, à un autre des cigarettes. Au commandant qui m'avait interrogé, j'ai dit « Je vous promets que je prierai pour vous. » Une relation profonde est née entre nous. Et aux 3 agents qui m'accompagnaient, j'ai dit « Vous faites beaucoup d'œuvres sociales, mais il manque l'âme. Mais l'essentiel est que nous nous aimions, en voyant la présence de Dieu l'un dans l'autre. » En février 1963, les premiers Focolarini et Focolarines médecins arrivèrent au Cameroun, dans un village de la province de Bamenda. Les premières rumeurs sur la mauvaise santé du pape avaient circulé dès novembre de l'année précédente. Atteint d'un cancer de l'estomac et de la prostate, Jean XXIII fut victime d'une hémorragie le 28 mai 1963. À l'issue d'une longue agonie, le pape Jean XXIII mourut le 3 juin 1963, le lundi de Pentecôte. Ce pape laissait une image d'humanité et de simplicité dans l'esprit de la plupart des gens, catholiques ou non. Le 21 juin 1963, l'archevêque de Milan, le cardinal Montini, fut élu pape et prit le nom de Paul VI. Cette année-là, Chiara Lubich inaugura à Rocca di Papa, à côté de Rome, le premier centre Mariapoli pour la formation des membres du mouvement. Et nous arrivons en 1964. Cette année-là, l'implantation en Afrique se poursuivit.
En février 1964, 3 focolarines, Rita, Annie et Giuseppina, s'installèrent dans le village de Njinikom, au Cameroun. Mais c'est aussi vers l'Amérique que les voyages s'organisèrent. Le jour de Pâques 1964, Chiara atterrit à New York. Elle poursuivit ensuite son voyage vers Buenos Aires, puis vers Recife, et elle retournera en Amérique l'année suivante, New York, Buenos Aires et Recife, où les idées de Centre Mariapolis se précisèrent. Il existe un livre magnifique, je l'ai ici, qui reprend les pages du journal de Chiara sur cette période. Il s'appelle Journal 1964-1965. Le 11 juillet 1964, Chiara prononça un discours fondateur particulièrement important à Valtournanche, commune italienne de la vallée d'Aoste. Elle s'adressait aux focolarini mariés. Dans ce discours, elle revint en détail sur la vocation des personnes mariées, consacrées, désormais reconnues par l'Église comme partie intégrante du focolare. 3 mois plus tard, le 24 septembre 1964, Foucault écrira une lettre mémorable aux focolarini mariés en écho à ce discours de Valtournanche. Il écrivait : « Nous sommes les premiers dans l'histoire de l'Église à entrer avec égalité de devoir dans la maison réservée jusqu'alors aux consacrées vierges. Égalité de devoir, mais aucun droit, si ce n'est celui d'aimer toujours, comme nous l'a toujours enseigné Chiara, notre maître donné par Dieu. » Le lendemain de ce fameux discours de Valtournanche, le 12 juillet 1964, un drame se déroula dans la réserve naturelle de Monterano, au nord de Rome. Eletto, Vincenzo Folonari, le frère d'Eli, se noya dans le lac de Bracciano. Chiara l'avait chargé quelque temps auparavant de s'occuper des plus jeunes. Ce jour-là, il faisait une promenade en bateau sur le lac avec Gabriele, l'un de ces jeunes qui venait de perdre sa mère. Gabriele raconta : Parvenu au large, Eletto voulut se baigner. Mais une fois dans l'eau, il s'exclama : « Elle est trop froide. » En réalité, il s'était rendu compte qu'il était happé par un tourbillon, et peut-être voulut-il décourager le jeune garçon de plonger après lui sans l'effrayer. Gabriele continua : « Sa vie s'est achevée ainsi, avec un autre acte d'amour. Lorsque, remarquant qu'il était perdu, il m'a rassuré en m'incitant à essayer de regagner la rive avec la barque, pendant qu'il soutenait vouloir rentrer à la nage. » Tout le monde fut bouleversé. Chiara écrivit dans son journal : « Espérons que cette douleur fera naître quelque chose pour eux, les jeunes, pour la gloire de Dieu, au sein de l'œuvre, pour rendre l'Église plus belle. D'ailleurs, Eletto n'aurait rien désiré de mieux. » La même année, à Incisa in Val d'Arno, près de Florence, s'ouvrit la première cité pilote de témoignage dans la petite localité appelée Lopiano. Le terrain provenait de l'héritage d'Eletto. Don Foresi avait visité ce terrain dans l'intention de le vendre, mais à son retour, il suggéra à Chiara de construire une citadelle sur ce plateau. Chiara alla voir le terrain et fut immédiatement d'accord avec Chiaretto. Chaque couleur devait avoir sa réalisation concrète dans cette cité pilote. Le rouge avec les entreprises, l'orange avec l'ouverture sur le monde, le jaune avec les écoles de formation et une église, le vert avec les terrains de sport, l'écologie, les maisons de repos, le bleu avec les maisons aménagées selon une certaine harmonie issue de la sagesse, l'indigo avec l'université et le violet avec les médias. Le 31 octobre 1964, l'évolution de l'Église réunie en concile est telle vis-à-vis du mouvement qu'à la première audience de Chiara auprès de celui qui est devenu Paul VI, elle obtint que le mouvement puisse avoir un organe central qui serait dirigé par un laïc qui gère l'ensemble. L'essentiel de ce qui faisait l'originalité des Focolari était désormais sauvé. Peu de temps après, le 5 décembre 1964, l'œuvre de Marie fut approuvée par la congrégation du Concile et moins d'un an après, le sera aussi le Conseil de coordination sous la présidence de la fondatrice. 1965. Durant cette année 65, Chiara fut reçue à Londres en audience par l'archevêque de Canterbury.
Michael Ramsey, primat de l'Église d'Angleterre, qui encouragea la diffusion de la spiritualité des Focolari dans son Église. Par la suite, Chiara rencontra tous les successeurs de Monseigneur Ramsey. Et nous voici déjà en 1966. Chiara se rendit pour la première fois en Afrique, à Douala, au Cameroun. C'est aussi en 1966 que commença la belle histoire entre la tribu Bangwa et les Focolari. Au début des années 60, il n'y avait à Fontaine que quelques habitations perdues dans la forêt de palmiers. Les enfants y mouraient en grand nombre à cause de la maladie du sommeil, à tel point que la tribu s'en trouvait menacée. Le chef de la tribu, le Fond de Fang, réunit le conseil des grands chefs et ceux-ci décidèrent ensemble de prier durant une année. Ils demandèrent aux chrétiens de prier eux aussi et envoyèrent une délégation à Bouéa, où se trouvait Monseigneur Peters. L'évêque se rendit lui-même ensuite à Fontaine et mesura ainsi la gravité de la situation. Il pensa immédiatement aux Focolari, qu'il avait connus à Rome à l'occasion du Concile Vatican II. En février 66, répondant à l'appel de l'évêque, un petit groupe de Focolarini arriva à Fontaine avec Lucio dal Solio, et 2 mois plus tard, des Focolarines le rejoignirent et s'installèrent dans les cases que les Bangwa avaient mis à leur disposition. Ils tracèrent les premiers sentiers et posèrent les fondations des premiers bâtiments. Marilène, qui est sur cette photo, n'arrivera en Afrique qu'en 1969. Le même mois, en février 1966, un groupe de 3 Focolarines et de 2 Focolarini atterrirent à Manille. Depuis plusieurs années, le père Tachner, missionnaire verbite, diffusait la spiritualité du mouvement dans l'archipel des Philippines. Durant plusieurs jours, enchaînant les rencontres sous une chaleur torride, le groupe établit des contacts avec des centaines de personnes. Le cardinal de Manille, Rufino Santos, jouera un rôle déterminant dans la décision de s'établir durablement aux Philippines. Par la suite, assez rapidement, il y eut des Mariapolis en Corée et à Hong Kong, et des Focolars s'ouvrirent dans ces différents pays. Le 19 juin 1966, à Fontaine, au Cameroun, Chiara posa la première pierre d'un hôpital, de l'école et du collège pour l'instruction des jeunes. Peu après, Chiara fit ce commentaire. C'est un peuple magnifique, le peuple d'Angwa. Il a un grand sens du divin dans son cœur. Je crois que Dieu a un dessein spécial sur eux. Sur l'esplanade d'Asie, nous aimions tous Dieu, nous, les chrétiens présents, mais aussi les Bangwa. Eh bien, c'est là que j'ai eu la nette impression que Dieu serrait tous dans ses bras, nous et eux, avec son amour, comme un immense soleil. Pour la première fois de ma vie, j'ai pressenti que nous aurions aussi affaire à des personnes qui observent des traditions non chrétiennes. Le 6 juillet 1966, lors de la rencontre avec 150 jeunes filles du mouvement, qui avaient été reçues le matin même en audience par Paul VI, Chiara lança la branche des jeunes du mouvement des Focolari, les Gen 2, Gen signifiant génération nouvelle. 1967. À Genève, Chiara rencontra plusieurs dirigeants du Conseil écuménique des Églises, le secrétaire général Richard Hoff, Philippe Potter, Lucas Fischer et l'archiprêtre russe orthodoxe Borojov, qui avait été l'un des 2 observateurs de l'Église orthodoxe russe au Concile. À Rome, Chiara rencontra aussi frère Roger Schulz pour la première fois. Et le 13 juin 1967, grâce à Padre Nazareno, qui avait été transféré à Istanbul comme supérieur de son couvent, Chiara rencontra Athénagoras Ier, patriarche de Constantinople. Chiara écrira plus tard « Il m'a accueilli comme s'il me connaissait depuis toujours. Il me dit « C'est vous ? Je vous attendais. Je prie pour votre œuvre. Je vous admire. Nous avons besoin de votre présence. Vous avez 2 pères spirituels. Un très grand, sa sainteté le pape Paul, et un autre ici, âgé. Alors vous devez rester avec votre second père spirituel. » Puis il dit encore « J'ai lu des choses sur l'œuvre de ma petite fille spirituelle.
Je connais son grand message, la grande nouvelle, toujours nouvelle depuis 2000 ans. Alors dites-moi. Et il a voulu que je lui raconte les contacts du mouvement avec les luthériens, avec les anglicans, en Allemagne, en Angleterre et en Amérique. C'est une très bonne chose de se connaître, a-t-il commenté. Nous avons vécu isolés, sans avoir de frères, sans avoir de sœurs, pendant de nombreux siècles, comme des orphelins. Les 10 premiers siècles du christianisme ont été pour les dogmes et pour l'organisation de l'Église. Durant les 10 siècles suivants, nous avons connu les schismes, la division. La troisième époque, celle-ci, est celle de l'amour. Le frère, c'est notre porte. Voilà le secret. Il m'a demandé de garder le contact. De 1967 à 1972, Chiara fera 8 voyages à Istanbul et rencontrera 25 fois le patriarche, devenu un grand ami. À chaque retour de ces voyages à Istanbul, Chiara allait rendre compte au pape de ses entretiens. Chiara devint ainsi, sans le vouloir, le trait d'union entre le patriarche et le pape. Puis il y eut le voyage de Paul VI à Istanbul le 25 juillet 1967 et d'Athénagoras à Rome le 26 octobre de la même année. Athénagoras écrivait: Les 3 rencontres avec Paul VI à Jérusalem le 5 janvier 64, ici à Istanbul le 25 juin 67 et à Rome le 26 octobre 67, qui constituent le signe surprenant et glorieux du triomphe de l'amour du Christ et de la grandeur du pape, nous ont définitivement mis avec fermeté de foi et d'espérance sur la voie bénie pour la réalisation de la volonté du Christ, c'est-à-dire la rencontre dans le même calice de son sang et de son corps. En 1972, au moment de sa disparition, Chiara écrivait: Nous avons au ciel un très grand protecteur de notre mouvement. Et elle ajoutait: Dès que j'ai su qu'il était parti, une question a résonné dans mon âme. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Oui, il vit et nous le sentons. Quelques jours avant la mort d'Athénagoras, place Saint-Pierre, le pape Paul VI s'adressait à un groupe d'orthodoxes et de catholiques venus participer à une rencontre organisée par le mouvement. Il leur dit: Vous devez savoir que ce mouvement, qui ne souhaite pas brûler les étapes, mais veut réellement nouer des amitiés, apporte la possibilité de résoudre aussi les questions théologiques réelles, afin de réaliser une plus grande unité. Par la suite, Chiara rencontrera également les successeurs d'Athénagoras, Dimitrios Ier, Bartholomé Ier, mais nous en reparlerons. Grâce aux rencontres avec Athénagoras, le mouvement s'installa en Turquie de façon stable. Aleta, une des premières compagnes de Chiara, arriva à Istanbul le 7 décembre 1967 et une autre focolarine la rejoignit un peu plus tard. Une des difficultés était l'impossibilité d'obtenir un permis de séjour, ce qui les obligeait à sortir du pays tous les 3 mois pour y revenir en simple touriste. À partir d'Istanbul, les focolarines se rendirent au Liban, en Égypte, en Jordanie, en Israël. En 1971, des focolars s'ouvriront au Liban, à Jérusalem, à Amman et en Égypte. Nous nous arrêtons ici pour ce soir. L'année 1967 n'est pas finie. Il faut encore parler des Djens et de la fondation du mouvement Famille Nouvelle. Mais pour ne pas faire trop long, nous avons réservé ça pour la prochaine fois. Alors la prochaine fois, on va vous dire un petit peu le menu. Nous nous retrouverons, donc ça sera la 6e séquence, le 8 mars 2019. Elle sera intitulée Ouverture. Comment ? Ouverture et dialogue, c'est ça, et couvrira donc cette période de 67 à 90. Nous parlerons de la naissance des Djens, de la fondation du mouvement Famille Nouvelle, de la cité pilote écuménique d'Haute-Marine, des premiers Djenfest et d'autres grandes manifestations internationales, du rôle de Monseigneur Emerlé, de la naissance du dialogue interreligieux avec le prix Templeton, de la mort de Foucault, de la relation très étroite entre Chiara et Jean-Paul II, des relations avec les bouddhistes et de la naissance de l'école Abba. Beau programme en perspective. Merci.